J'ai un parcours professionnel très atypique. J'ai exercé plusieurs métiers très satisfaisants, sans pourtant jamais parvenir à y trouver réellement ma place. C'est probablement la raison pour laquelle ce podcast me tient particulièrement à cœur. Qui sont ceux qui trouvent leur place ? Que font-ils ? Quelles sont les tâches quotidiennes de mes invités ? Comment les rendre intéressantes quand elles sont complexes ou répétitives ? Et puis ça veut dire quoi travailler ? Quels sont les métiers d'aujourd'hui ? Comment fait-on pour faire ou créer son job dans un contexte qui évolue rapidement ? Si comme moi vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerets du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Puisque vous avez probablement votre téléphone dans la main et que je ne doute pas que vous ayez un compte Instagram, je vais vous demander d'aller visiter le compte The Pineapple Chef. Bon, si pas d'Insta, vous pouvez googler, c'est aussi un site internet. Donc, The Pineapple Chef. Pineapple, ananas, chef, chef. Vous y êtes ? C'est beau, hein ? C'est le compte d'Élise, mon invitée d'aujourd'hui. Elle est photographe et styliste culinaire, mais pas que. Si ses photos sont si intenses, professionnelles et léchées, c'est sans doute plus parce qu'elle a affûté son regard à travers ses différents métiers que par des décennies de photographie acharnée. Elle commence sa carrière en tant que consultante chez TF1 et un virage à 180 degrés plus tard se propulse visual merchandiser chez Yves Saint Laurent. Avec plus de 60 000 followers sur Instagram, oui madame, elle met aujourd'hui son jeu de contraste au service de marques prestigieuses comme Christophe, Daman, Peugeot, Moët Hennessy, Nespresso et j'en passe. Allez, c'est parti pour un panoramique lumineux, réglez la focale, on immortalise un épisode sans cliché. Bonjour Élise. Bonjour Agnès. Tu vas bien ? Très bien, merci. Et toi ? Bon, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ta maison aujourd'hui. Merci d'être venue. Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr, je suis donc Élise. Je suis photographe et styliste culinaire. Quel âge tu as, Élise ? 22 ans. Pourquoi tu ris ? Je ne comprends pas. Bon, donc tu n'as pas 22 ans. Non. Un peu plus. Allez, à peine. 28. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est quoi exactement ta mission de styliste et photographe ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Mon travail est d'accompagner des marques dans la création de contenu d'images. Quel type d'images ? Sur quels médias ou comment ils les utilisent ? Est-ce que c'est de la presse ? Est-ce que c'est du digital ? Est-ce que c'est des campagnes d'affichage ? Et pour quelle marque tu travailles ? Alors, la plus grosse partie des images finissent sur les réseaux sociaux, donc digital. Néanmoins, il peut y avoir des images qui vont être utilisées pour du print. Ça peut être éventuellement des lightbox aussi, tu sais, ce sont les visuels rétro-éclairés dans les magasins. D'accord. Ça peut être aussi des newsletters, des leaflets. Donc, tout dépend ce que la marque donne comme besoin au départ. Je travaille aussi pour des maisons d'édition sur des stylismes de livres ou sur des photos. Donc là, c'est du livre, donc c'est vraiment de la parution, du print. Donc ce que tu as dit, tu es styliste et photographe. Donc oui. Non seulement tu prends la photo, mais en plus, c'est toi qui fais la mise en scène. Exactement. Ça implique quoi comme travail de faire une mise en scène donc c'est des natures mortes ? Alors, il y a plusieurs étapes dans la mise en scène. C'est à la fois la réflexion en amont, la direction artistique. Donc, tu peux avoir des marques qui vont te dire, j'aimerais avoir, je donne un exemple, une table à l'extérieur dans un jardin avec mon produit mis en scène comme ça. Mais tu peux aussi avoir des marques qui viennent à toi en te disant, je voudrais mettre en scène mon produit, je vous laisse carte blanche, à vous de me proposer des idées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la direction artistique. Donc ça peut commencer par ça. Et ensuite, à moi d'aller trouver tous les éléments de décoration qui vont faire partie de la photo pour sublimer le produit. Puis la mise en place elle-même et enfin la photo. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? J'aime beaucoup l'idée d'être une tête chercheuse. Déjà, j'aime l'idée d'aller chercher l'ADN de la marque, de la comprendre, de l'intégrer, de rechercher ce qu'elle est et ce qu'elle veut dire, de bien comprendre un brief, de le pousser dans ses retranchements. Et puis ensuite, d'être force de proposition sur l'image. J'ai toujours aimé l'image, donc je pars à la recherche des images qui illustreront le mieux ma pensée pour ensuite la développer avec ma propre patte. Tu peux me donner un exemple d'une marque, en la citant évidemment, pour laquelle tu as travaillé sur un projet qui t'a particulièrement touché, emporté, ou qui a vraiment stimulé ta créativité, ou vraiment tu t'es dit, ah là là, ça m'inspire, je vois exactement
ce que ça va donner et où tu as réussi à le transmettre aux clients et où tu as suivi? Oui, il y en a plusieurs. J'ai la chance de travailler avec des clients qui vont me laisser souvent carte blanche justement sur mes idées et sur comment je veux transmettre leur histoire de marque. Donc j'ai travaillé notamment pour une vodka dont le principe est d'être fabriqué avec une partie de feu, c'est-à-dire que ils vont brûler la céréale, ils vont la faire griller longtemps et on va retrouver ce côté toasté dans la vodka. Donc le brief était d'avoir le feu dans les photos à travers un feu. Alors ça pouvait être la cuisine qu'on allait faire autour de cette vodka, mais ça pouvait être plein de choses. Et donc on était en plein hiver et j'ai voulu recréer le feu donc à travers des légumes grillés qui allaient griller sur une grille à l'extérieur. Donc il a fallu recréer toute cette atmosphère du froid lié à la vodka qui est glacée et du feu qui était vraiment le feu littéral avec des pierres, avec la grille, avec les légumes. Pour qu'on comprenne bien qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais, j'aimerais bien que tu nous racontes, si tu veux, ton parcours. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? Parce que je sais que tu as un parcours assez atypique. C'est ce que je trouve plutôt intéressant. Au-delà de ton talent, et on parlera après de ton compte Insta sur lequel tout le monde pourra aller jeter un œil à ce que tu fais. Tu as un parcours qui est très riche et surprenant. Oui, surprenant, c'est sûr. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire en étant plus jeune. Absolument aucune. Je savais juste que j'aimais créer, mais je n'arrivais pas forcément à mettre un métier sur cette création. Et ma famille, on était créatifs, mais il n'y avait pas de grands artistes dans ma famille qui pouvaient éventuellement me guider sur tel ou tel métier. Donc j'ai fait des études assez classiques de commerce et de sciences politiques en cherchant, et c'est assez amusant, toujours systématiquement à m'évader dans cette créativité sur les bords. C'est-à-dire que je pouvais avoir des matières absolument les plus rébarbatives parce que je suis d'une grande résilience, mais à côté m'évader en créant de la photo argentique comme des flyers, comme voilà, j'étais déjà dans l'image et déjà avec cet amour de la création, mais sans pouvoir l'exprimer. Donc quand tu es jeune, tu prends déjà des photos? Je prends déjà des photos. D'accord, donc quand tu as un appareil photo... J'ai un argentique et je développe moi-même mes photos dans un labo. D'accord, donc déjà un petit peu plus que la moyenne, quoi. Oui, une passion pour l'image. Je collectais énormément d'images sans trop savoir vraiment quoi en faire. Mais malgré ce goût et ce talent peut-être, en tout cas on ne sait pas encore à l'époque si c'est vraiment ton truc ou pas, tes parents t'orientent plutôt vers des études donc classiques, en tout cas sérieuses. Ouais. Quand on n'a pas déjà d'idée, bon, déjà, c'est compliqué d'aller s'opposer à ses parents en disant mais moi, je veux faire ça parce qu'on ne sait pas forcément quoi opposer. Donc, je fais ces études très classiques, sauf que quand je sors de ces études très classiques, je me retrouve sur le marché du travail. Et là, c'est un grand blanc puisque je ne sais pas quoi défendre en entretien ou d'embauche ou devant des professionnels qui me demandent pourquoi je suis devant eux. Donc, je mets un certain temps à trouver et je commence dans une société de conseil qui s'appelle Andersen Consulting à l'époque. Qui n'existe plus, enfin qui a changé de... qui était Arthur Andersen et qui est devenu Andersen Consulting. Donc, je me retrouve avec... entourée de beaucoup d'hommes en costume qui étaient tous sauf créatifs. Oui, jeunes cadres dynamiques, parisiens. Voilà. Je me demande un peu ce que je fais là, mais je me dis, bon, j'ai mis un peu de temps à trouver, donc je vais rester où je suis, on va bien finir par trouver. Je commence à travailler chez TF1, la grande époque de TF1, donc l'époque de la télé dans toute sa gloire et sa puissance. Donc on est au début des années 2000 ? On est au début des années 2000 et tout se passe très bien parce que voilà, je suis dans un environnement créatif, c'est-à-dire que je touche du doigt cette créativité tout en ayant un métier très sérieux. Et synthétiquement, ta mission, c'est quoi chez TF1 ? Alors je suis dans la régie de publicité et je suis censée réorganiser ce métier d'achat d'espace de la publicité, donc bon, c'est pas très funky. Donc penser des process. Voilà. En gros, c'est pas très funky, mais on est déjà quand même dans un environnement où on regarde des émissions télé, on est quand même déjà dans un truc un peu plus gai. Oui, un truc rigide dans un cadre un petit peu ludique. Mais ils sont toujours là avec leurs petits costumes et leurs petits attachés-caisses autour de moi. D'accord. Je gagne très bien ma vie, je suis à l'abri d'un point de vue sécurité, ouais. mais très malheureuse d'un point de vue créativité. Ouais.
Et je découvre par hasard, il n'y a pas de hasard, mais je découvre au moment où je commence à me dire qu'il faut que je me réveille, une annonce d'un groupe puissant de mode qui énumère toutes les métiers en fait au travers d'annonces de la mode. Et je découvre un métier merveilleux qui s'appelle le merchandising visuel. Et je ne sais pas ce que c'est, mais je commence à me renseigner sur le sujet. Et on m'explique qu'en gros, pour faire ce métier, il n'y a pas 45 solutions, il y a une école ou deux, ou alors il y a le métier, on repart à zéro, on va en boutique et on fait ses armes en boutique, où on apprend à mettre en scène les collections dans les boutiques et dans les vitrines. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je refuse un contrat chez TF1, qui depuis m'avait proposé une embauche. Et je retourne sur les bancs de l'école, donc je pars à l'Institut français de la mode, émerveillée par tout ce que j'apprends, par les gens que je rencontre. Ça dure 1 an. Et je fais un reset total de ma carrière, puisque je me retrouve stagiaire chez Yves Saint Laurent, plus vieille que ma propre boss, qui me donne ma chance, parce qu'il faut toujours, à un moment donné, avoir un peu de chance. Et cette personne me propose un CDD. Donc je commence, après ce stage, en CDD chez Yves Saint Laurent. Et je découvre le monde merveilleux de la couture, parce que la passion pour ce métier, je sens que je commence à être à ma place avec un métier qui combine une créativité certaine, un environnement merveilleux, très créatif, mais toujours un cerveau gauche, puisque je suis censée développer le réseau de boutiques, faire en sorte que les produits se vendent bien dans les boutiques. Ça passe par cette mise en scène. Donc il y a quand même une relation chiffrée avec les choses. On n'est pas juste, on met pas un vêtement dans une vitrine pour se faire plaisir, on le met parce que on a envie qu'il se vende et d'une certaine façon. Donc on est quand même tenu par une réalité business. D'accord, parce que l'essence du métier de visual merchandiser, c'est quoi exactement? En fait, c'est le parcours du client dans la boutique? Exactement. D'accord. Et le fait que le produit se vende, parce que la finalité est vraiment commerciale. Ok. Donc, c'est le parcours dans la boutique, c'est la mise en place des vitrines. Ça peut être la création des décors jusqu'à la mise en place. Mais comment un produit se vend, c'est par ce merchandising visuel, par tout ce qu'on appelait dans le temps, il y a très longtemps, des étalagistes. Oui, c'est ça. C'est ce métier-là. On a juste modifié le. Oui. Modifié Il y a une connexion business qui est beaucoup plus forte qu'avant. Voilà. Okay. Donc je fais ce métier chez Yves Saint Laurent. Je quitte ensuite. Tu fréquentes Monsieur Saint Laurent à l'époque? Non, il était déjà malheureusement décédé. Il y avait son âme dans les boutiques. Il y avait encore tous ses vendeurs. Enfin, c'était absolument touchant. Et je quitte Yves Saint Laurent pour ensuite aller chez Louis Vuitton, où je passe un certain nombre d'années aussi. Toujours au même poste? Un autre poste. Je gère le merchandising visuel de la France. D'accord. J'adore ces années où j'apprends, je crée une colonne vertébrale de mon métier. Vraiment, j'apprends mon métier là-bas. Je quitte cette maison pour ensuite aller chez Lanvin. Je passe un certain nombre d'années dans la mode, comme ça, dans des maisons merveilleuses. J'étais donc dans l'équipe de Monsieur Albert Elbaz. J'apprends vraiment à créer et je développe cette créativité dans ce métier. Donc je reste 15 ans dans la mode. Pendant ces 15 ans, je me rends compte que je commence à développer des intolérances alimentaires carabinées. Ça se réveille du jour au lendemain? Ou est-ce que c'était latent, mais tu t'en étais pas rendu compte? C'était toujours là, sauf que je gérais comme je pouvais. C'est-à-dire que je faisais en sorte que ça passe, quoi. D'accord, voilà. Ok, oui. Et je me rends compte que je ne peux plus manger un certain nombre d'aliments. Sauf que donc c'était il y a 8 ans, et il y a 8 ans, il n'y a pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Il n'y a pas de bio super tendance, c'est plutôt du panneau de liège et de l'allemande avec des poils. Hein. C'est pas du tout sexy. Il n'y a pas de resto vegan, il n'y a pas de... Enfin, c'est... Voilà, un espèce il n'y a pas de sans gluten, il n'y a pas tout ça. C'est un no man's land quand même assez costaud. Et je fais mes recherches et je me dis, tiens, je vais faire un blog pour partager toute ma connaissance, ma petite connaissance sur le sujet. Oui, parce que tu ne dois pas être la seule dans ce cas-là, et que tant qu'à faire, autant... Voilà, je me dis, bon, j'ai cherché un peu, donc voilà. C'est quoi pardon, est-ce que tu peux me dire, les allergies, c'était quoi? Alors, c'était facile, c'était blanc d'œuf. D'accord, le blanc d'œuf, il y en a dans tout. Voilà, il y en a dans tout. Les trucs industriels, la base. En fait, non, il y en a un peu dans tout. Okay. La pâtisserie, il y en a sûr. Partout, parce que le blanc d'œuf est un liant, donc il y en a partout. Okay. Le blé. Donc là aussi, facile, hein, quand on est français, c'est easy. On va les déménager tout de suite, en fait. C'est easy.
Et le lait de vache. Bon, le lait de vache, c'est assez classique, Ouais. mais je coupe tout ça de mon alimentation et je remplace et je substitue et je fais des découvertes géniales sur plein de choses, mais je refais mon éducation alimentaire. Donc, j'essaye de faire ce blog Oui. avec des photos atroces que je trouve très très belles à l'époque. Et avec un iPad, tout ça, c'était absolument immonde, mais je partage mon savoir. Oui. Et À la base, le propos, il est plus C'est ça. sur le fond que sur la forme. Voilà. Donc, D'accord. tout en faisant cette carrière de merchandising visuel, je commence à développer ce blog. D'accord. Et je me dis, bon, là, les photos, ça va pas être possible, on va essayer de s'améliorer. Et je mets le pied dans des workshops de photographie culinaire. Mhm. Et je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Mais surtout, je commence à passer de plus en plus de temps à faire des photos. Je fais des photos, je fais du stylisme. Donc, dans mes jours off ou Ouais. mes temps perdus, je fais de la photo et du stylisme culinaire, de plus en plus. Et je finis dans les dernières années, donc il y a 2 ans, à me rendre compte que je passe de plus en plus de temps et j'ai la tête de moins en moins dans mon métier et de plus en plus dans cette nouvelle occupation. Et je me dis que ce serait peut-être pas mal d'aller voir si je peux en vivre. Donc j'arrête mon métier dans la mode, je continue de le faire en freelance et je me lance dans cette nouvelle aventure de travailler non-stop, en full-time, pour du stylisme et de la photo culinaire. Voilà. Donc en fait, une reconversion professionnelle, enfin, en tout cas une suite d'enchaînements professionnels et notamment une mutation par l'allergie alimentaire. Par un mot de ventre, ouais. Ouais. Par les mots de ventre. Comme quoi, l'obstacle peut être une super chance. C'est-à-dire que vraiment, le fait d'avoir essayé de combattre cette douleur, qui est vraiment une douleur caractéristique et qui était devenue impossible à supporter, devient une chance et m'emmène vers autre chose. C'est ça. Alors, amis spirituels, Voilà. prenez-le comme vous voulez. En tout cas, voilà, parfois le corps nous parle et il nous parle pour Exactement. nous dire des belles choses. Oui. C'est qu'il se passe quelque chose, quoi. En tout cas, qu'on peut en faire, qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter et alors, il n'y a pas de hasard dans le sens où ce que je fais aujourd'hui, quand je fais du stylisme culinaire, finalement, je reprends les mêmes principes et préceptes que j'utilisais dans la mode. C'est-à-dire que on va parler de texture, par exemple, pour que la lumière se reflète correctement. On le faisait aussi quand je mettais des sacs à main sur une étagère. Je jouais avec les différentes textures des sacs. Donc, si tu veux, il y a des règles que j'utilise aujourd'hui qui étaient les règles de mon métier d'avant. Il n'y a pas de rupture non plus. Je ne suis pas devenue chanteuse de rue. Il y a un truc quand même dans la continuité qui a fait que ce métier aussi est venu naturellement. Et la photo, c'est une retranscription de ce que je vois pour le partager, mais finalement, c'est aussi une histoire d'œil. Donc bref, j'ai tiré un fil qui existait, je pense. Tu vois, c'est une fausse reconversion pour moi. Oui, en fait, il n'y a pas de magie. En fait, tout était déjà un peu là. Ouais. Il suffisait de trouver ce blanc d'œuf pour lier les choses. Voilà. En fait, C'est ça, ce maudit blanc d'œuf. C'est ça. Il fallait un lien. Il fallait que pour toi, ça devienne un peu plus cohérent, peut-être. Peut-être. Alors après, on n'est pas au pays des licornes non plus. Il y a des jours où on se dit, bon, c'était quand même plus simple d'être assise derrière un bureau, où c'était plus facile à gérer tous les jours, mais en même temps, le bonheur de gérer son propre business et d'être dans cette créativité, qui est une créativité, encore une fois, qui a un sens, puisque le but, c'est de travailler pour des marques et de faire des choses pour elles, fait que j'ai fait un grand écart, mais qui est on va dire, acceptable pour moi et qui me permet justement de travailler au quotidien et de pas être complètement perdue, tu vois, de pas me dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi. C'est assez lié tout ça, donc... Oui, t'as pas sauté du toit. Non. Non. Je suis pas le genre. Donc, tu as lancé ton blog en quelle année 2012 exactement. The Pineapple Chef. Oui, tout à fait. Voilà, tu lances aussi, donc en 2014, tu lances un compte Insta. Oui.
Je te vois venir. La première photo, j'ai regardé, j'ai mis très longtemps à remonter le fil, mais la première photo, c'est celle d'un houmous de patates douces. Oui. Alors moi, je trouve que tes débuts, ils sont très esthétiques. C'est très gentiment dit. C'est très gentiment Non, dit. je trouve ça plus... Enfin, pour le coup, très honnêtement, alors je suis loin d'être une professionnelle, hein, mais en tout cas, plutôt esthétique et gourmand, mais en tout cas, très très loin de ressembler, 7 ans plus tard, à l'atmosphère qui me fait beaucoup penser à celle des peintres néerlandais comme Vermeer ou Rembrandt. Alors peut-être que je sais pas, Non, j'en c'est sais un rien. super compliment, merci. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a tout de suite. En fait, je me suis dit, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc, je vous invite tous les gens qui nous écoutent à aller jeter un œil tout de suite sur le compte Instagram The Pineapple Chef. Voilà, comme ça, ça pourrait vous parler en même temps. Donc, il y a une ambiance très, très noire. Donc, une image qui est globalement assez sombre, mais qui fait justement ressortir les couleurs. Donc, soit des aliments, il y a beaucoup de fleurs aussi dans tes photos, dans tout ce que tu mets en scène. Depuis, tu as posté plus de 2000 photos. Je crois que c'est 2050 ou 2055. Ouais. Tu as plus de 63 000 abonnés. Ouais. Attention, donc tu es une influenceuse. Grave. Ah, waouh, bravo. Bah non, bravo, c'est pas rien quand même, 63 000 abonnés. Ça t'apporte quoi ce compte Insta en termes de création déjà? Alors, pour revenir sur la photo moche de 2012, non, c'est ça 2014, tu vois, même toi, tu sais Insta. mieux que moi. En fait, j'ai laissé cette photo et toutes celles qui viennent après, justement pour me rappeler, d'abord pour un principe d'humilité, et puis ensuite pour me rappeler que quand on bosse, quand on veut, on peut arriver à ce qu'on souhaite faire. En tout cas, je dis pas que c'est beau, je dis juste que moi, j'arrive à, en tout cas, être en accord avec ce que je mets en image. D'accord. Voilà. Donc, je l'ai laissé parce que ça me fait sourire aussi, de me dire, mon Dieu, j'étais quand même capable de publier ça. Donc, personne n'a entendu, n'allez surtout pas voir. Mais sinon, ce que ça m'apporte, en fait, Instagram, pour moi, c'est comme un portfolio. C'est comme une vitrine de mon travail. Mhm. Donc, je ne me considère pas comme une influenceuse parce que pour moi, dans cette démarche d'influence, si tu veux, c'est au-delà. Il y a de l'influence, évidemment, puisque si je parle d'un produit, l'idée, c'est que les gens aillent voir. Si je parle d'une recette, que les gens essayent. Ou, voilà. Mais c'est avant tout une création de contenu, et c'est ce que je te disais au départ, c'est raconter des histoires. Donc, le compte Insta, c'est une vitrine sur les histoires que je veux raconter. D'accord. Voilà. Et ce post de 2014, ça n'est ce n'est que pour remonter le fil et pour voir un petit peu justement la progression. Voilà. Mais c'est ça qui est plutôt intéressant en fait. Je trouve que c'est un peu la force d'Instagram. Alors là où tous les gens ont des photos, pour la plupart, de leurs enfants, Ouais. mais de se rendre compte finalement que le temps passe vite. Ouais. C'est un beau condensé en fait, assez rapide, sous forme de mosaïque de tout ce que tu as pu faire. Et effectivement, de voir cette évolution, ça a beaucoup changé. Donc ton œil s'est aguerri, le grain de l'image a changé. On voit bien que le travail n'est pas le même, que tout ça s'est développé au cours des années. Je trouve que quand on commence la photo ou le stylisme culinaire, on a tendance à aller copier les autres, ce qui est logique et normal. C'est-à-dire que les peintres le faisaient entre eux. La démarche est naturelle. On cherche une personne qu'on va particulièrement adorer. On va se dire, oh là là, elle fait des choses merveilleuses, je vais essayer de faire pareil. Et puis le temps avance et on finit par trouver son propre style. Et on finit par faire des choses. Alors, ça ne veut pas dire que je ferai que du clair-obscur toute ma vie, mais j'ai trouvé une résonance dans ça, dans ce noir, parce que je trouve que ça sublime justement les produits. Ça ne veut pas dire que quand une marque m'appelle et me dit je veux quelque chose de plus clair, je ne peux pas faire du plus clair. Mais en tout cas, je poste ce que j'aime sur Insta et puis ensuite... et ça n'empêche pas, ce clair-obscur n'empêche pas de voir les produits. C'est pas parce qu'on fait du foncé que le produit est invisible. Oui, non, au contraire, les couleurs, elles sont bien vives. Mais ce n'est pas forcément la tendance culinaire la plus en vogue pour du culinaire, justement, en France. La majorité des marques pensent que clair fait vendre. Le côté très surexposé va faire vendre. Ça fait plus sain aussi peut-être pour certaines marques. Il y a des marques pour lesquelles le clair-obscur fonctionnera absolument pas. Donc, mais c'est ça, mais du coup c'est ta touch à toi en fait. C'est ça. Ouais. Mais ça aussi c'est un conseil que j'ai pris de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, en tout cas professionnellement, qui m'a dit il faut que tu aies ta patte à toi. Et il vaut mieux que tu la gardes plutôt que tu essayes de faire comme tout le monde. Autres, à la manière de... Donc, je fais ce qui me semble, moi, être beau et en espérant que ça plaise, quoi. C'est l'idée. Et c'est venu rapidement, justement, ce clair-obscur, là, tout d'un coup, tu t'es dit,
En essayant, j'imagine qu'on tâtonne Ouais. et que finalement, un jour, tu fais un truc par hasard ou par erreur ou pas du tout, c'était peut-être délibéré, et que tu te dis, mais en fait, j'aime bien ça. Ouais, le principe aussi, c'est pour pouvoir avancer en photographie classique, quelle qu'elle soit, ou culinaire, dans ce sujet-là, en tout cas, plus précisément, c'est s'exercer. Il n'y a pas, je peux acheter tous les livres du monde, suivre tous les formations online. Ouais. Si tu t'exerces pas toi, ça ne marchera pas. C'est vraiment faire, 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 échouer, remonter, réessayer, refaire. Et le style vient dans cet exercice. Donc, comment je suis arrivée à ce clair-obscur, je ne sais pas trop. Je pense que c'est à la fois l'émerveillement devant le travail de certains, c'est mon goût personnel, c'est des essais, c'est plein de choses. C'est des rencontres aussi avec des marques qui te laissent proposer ça. Alors tu dis, bah, ça fonctionne, je voudrais le proposer à d'autres. Et puis, l'idée fait son chemin et puis ta patte se développe comme ça. Mais encore une fois, la patte, elle n'est pas figée. Et les photographes, tu vois, évoluent dans leur style. Donc, je ne sais pas. À un moment donné, j'étais très macro. J'ai quitté ce côté un peu macro où je prends les aliments de près. Là, je suis plus dans le côté nature morte. Mais tu vois, j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter l'histoire de la vodka avec le feu. Voilà, en ce moment, j'ai énormément envie de scénographie plus grande, pardon, d'histoire plus grande que juste une nature morte dans une pièce. À part en termes de créa, le compte Instagram, est-ce que ça t'a amené des clients? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que quand même, 63 000 followers, c'est quand même important. Bon, ça se fait pas en 2 jours non plus, j'imagine. Je pense que ça a pris du temps. C'est un des vecteurs les plus puissants de business aujourd'hui. Insta, ça amène des clients, ça amène une communauté absolument géniale. Ouais. D'autres photographes, d'autres stylistes, mais pas que. Enfin, vraiment beaucoup de bienveillance. Je touche du bois, pas beaucoup de haters. Ouais, ah oui. Tu vois, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien, une sororité très chouette. Et puis des clients qui vont voir un travail, parce que aujourd'hui les castings se font sur Insta. Les castings de photographes se font sur Insta. Donc il y a des marques qui t'ont déjà appelé, qui t'ont dit, Bien voilà, je viens de découvrir je connais votre compte, j'aime beaucoup ce que vous faites, Bien et sûr, je voudrais bien vous sûr. travailler pour nous. Des agences aussi, des maisons en direct. Complètement, c'est vraiment une des principales sources de business aujourd'hui, pour moi. Est-ce que, parce que, donc je reste sur ces 63 000 que je vais répéter 100 fois, je crois. Est-ce que précis, s'il te plaît, c'est 63,3. Ouais. Ah, donc je vois que tu sais très très bien. Donc est-ce que c'est un outil que tu maîtrises ou est-ce que ça s'est fait malgré toi en fait? Comment ça s'est... Parce que donc j'imagine que quand tu commences en 2014, tu balances tes photos, tu sais pas trop ce que ça va j'avais donner. 2 likes, ouais. Voilà. Il y avait voilà. Ma mère et C'est ça, ma mère et ma sœur. et ma sœur. Entre-temps, ça prend de l'ampleur. Est-ce Ouais. que tu as fait en sorte, en entretenant la commu et en répondant et en faisant des likes et en allant chercher d'autres gens ailleurs, etc. Ou est-ce que finalement, seul ton talent a fait le... Alors oui. Non, c'est un boulot à part entière. Insta, c'est travailler pour créer cette fameuse communauté. Donc, mais c'est pas que ça. C'est des rencontres au travers de workshops culinaires. Donc, quand j'allais moi, en tant qu'étudiante, apprendre. Quand je dis étudiante, je payais un workshop pour aller justement me parfaire en photo. Donc là, je rencontrais d'autres blogueurs, d'autres stylistes. Donc, ça te crée un réseau. Ensuite, eux-mêmes partagent ton travail. Enfin, c'est une croissance organique qui est longue. Après, tu peux acheter du sponsor, de la pub sponsorisée Insta. Oui. Tu peux faire ce genre de choses. Ça absolument pas... C'est pas inintéressant. Non, bon, après... ouais. Tu peux pas faire ça tout le temps parce que c'est un gouffre financier. Et non, c'est le bouche à oreille. Après, c'est les marques, c'est les agences, c'est tout le réseau. Mais c'est comme créer une boîte classique. En fait, tu mets du temps et cette croissance ne se fait pas en 5 minutes. Mais donc, tu la nourris délibérément. Mais tu la nourris, après tu la nourris de façon naturelle. Ouais. Je passe pas 5 heures par jour à commenter des gens que je ne suis pas. Je ne vais pas chercher des gens pour chercher des gens. Je commente ou je regarde des gens qui me passionnent, qui me fascinent ou qui travaillent bien ou qui sont intéressants pour plein de raisons. Je peux suivre des choses qui ne sont pas forcément culinaires, des comptes qui vont m'intéresser pour d'autres raisons. Et c'est ça qui crée
comment dire, le cercle vertueux. Mais c'est long, c'est très long. C'est pour ça que je voudrais que tu sois précise sur les 63,15. Parce que c'est un petit peu long à obtenir. Ah bah ça, alors moi qui nourris pas du tout, alors j'ai un compte Instagram pour The Good Place par exemple, que j'alimente à chaque nouvel épisode, mais j'en fais pas plus. Et effectivement, je vois que les abonnés ne viennent pas tout seuls, pas du tout. Donc c'est vrai que je fais pas grand-chose pour en avoir, mais je les vois un par un augmenter. Et j'ai juste dépassé les 100 il y a pas très longtemps. Ouais, et puis tu as ceux qui viennent et qui repartent parce qu'ils ont juste voulu venir pour que tu les suives et que tout ça est d'un fatigant. On peut passer un temps infini en fait sur cet outil et c'est vraiment un portfolio pour mon travail. D'accord, c'est essentiel aujourd'hui pour ton boulot ? Complètement. Ouais. Tu m'as raconté ton parcours assez sinueux, pas du tout rectiligne, pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors, comment tu sais que tu es à ta place ? Est-ce que tu es à ta place ? Est-ce que tu sais s'il y a eu un moment où tu t'es dit « Waouh, c'est vraiment ce que je veux faire et je me sens bien ?» Écoute, je me sens, pour répondre à ta question, je me sens à ma place aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets sur la vie que j'ai quittée dans la mode. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller faire des petites incursions dans la mode, mais en tout cas à temps plein. Je me sens à ma place parce que je fais mon travail avec passion. Quand je suis en train de faire du stylisme ou des photos, je suis complètement dans une bulle, comme une forme de méditation, si tu veux, où il n'y a rien d'autre qui rentre. Donc c'est très agréable. C'est assez fatigant aussi comme vie, parce que c'est un métier très prenant. Donc oui, je me sens à ma place. Est-ce que c'est une place définitive ? Je ne sais pas. En tout cas, au moment où on se parle, oui. Ce qui est un immense progrès pour moi, puisque pendant si longtemps, je n'étais pas à ma place. Et tu le sentais ? Jusqu'à cette fameuse école de mode, c'était terrible. Mais parce que je n'avais pas les outils, je pense, pour réfléchir, et parce que j'étais allée trop loin dans cette démarche qui n'était pas la mienne. J'avais fait toutes ces études, j'allais quand même pas tout envoyer balader et changer. C'était impensable. En tout cas, on m'avait pas programmé comme ça. On m'avait pas éduqué comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments concrets ? Est-ce que tu saurais mettre des mots sur ce qui fait que ce que tu ressens, en fait ? Qu'est-ce que ça change dans ce que tu es ? Est-ce que l'Élise consultante, elle était comment par rapport à la Élise photographe ? Élise consultante, c'était une Élise de paraître qui pouvait dire à la terre entière, vous voyez, je suis consultante chez Andersen Consulting. Est-ce que vous êtes impressionné ou pas ? Et il y avait un côté, j'ai coché ma case, c'est merveilleux, ça fait plaisir à tout le monde et ça envoie du lourd. Enfin, je ne sais pas pour qui, mais peut-être pour les mecs en costume en tout cas. Mais moi, au fond, j'étais absolument vide de tout intérêt pour ce que je faisais. C'est pour ça que j'allais sur les côtés chercher toutes ces activités artistiques, culturelles, tous ces voyages pour pouvoir remplir ma vie. Moi, j'attendais, chez Andersen Consulting, j'attendais à 19h que la journée se termine pour pouvoir commencer ma vraie journée. C'est terrible. C'est-à-dire que j'attendais que cette journée sans fin de choses qui ne m'intéressaient absolument pas se termine pour pouvoir commencer vraiment les choses que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ma journée n'est pas assez longue pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Tellement je fais des trucs qui me plaisent et voilà, donc aujourd'hui, Élise, elle est un peu plus âgée et elle se dit qu'elle est à sa place justement parce qu'il n'y a pas une minute où elle fait, à part quand on fait sa comptabilité fournisseur. Ouais, ça on est d'accord, personne n'aime la compte. Voilà. En fait, je lance un appel à témoins, je cherche quelqu'un qui serait comptable, expert comptable. Qui adorerait la comptabilité. Voilà, qui travaille dans la comptabilité et qui a une passion pour ça. Franchement, n'hésitez pas à me contacter parce que j'adorerais vous rencontrer. Tu me passeras l'info aussi. Mais voilà, il n'y a pas une minute où je ne suis pas les deux pieds dans mes bottes et me disant c'est trop chouette, j'ai quand même de la chance. Je me suis considérée surtout chanceuse d'avoir eu le choix de pouvoir faire ce que je voulais faire, de pouvoir dire ok, bon, alors ça fait 15 ans que je fais le même machin, je peux partir, me réinventer. J'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir le faire parce que tout le monde ne peut pas
faire ça peut-être. Alors la chance est un vrai sujet dans les échanges que j'ai. Dans chaque épisode, en fait, c'est un sujet qu'on aborde. Là, tu parles de chance, mais tu as quand même accepté, après je ne me rends pas compte en quelle proportion, mais tu avais quand même un très bon salaire, j'imagine, en tant que consultante. Tu te reformes. Donc là, oui, si... on repart à zéro à chaque fois. Tu repars à zéro. Donc c'est aussi accepter de rogner sur un certain nombre de choses et un confort. Je sais pas. Alors après, comme tu dis, c'est de la chance. C'est aussi la chance, on la fabrique, mais c'est un contexte qui fait que tu peux partir en te disant je vais avoir un peu de chômage, je vais pouvoir un peu tenir ma barque le temps de développer, faire ce que j'aime. Oui, bien sûr. Je sais pas si tout le monde a cette liberté de le faire. Voilà. Oui, je comprends. Est-ce que tu te sens légitime dans ce que tu fais? Est-ce que tu as eu des moments de syndrome de l'imposteur, des moments où tu avais des doutes? Est-ce qu'il y a des moments où tu as encore des doutes, en fait? Est-ce que tu te Jamais, dis, je n'ai jamais de doutes. Non, mais évidemment, on a des doutes. Je te disais là, tout à l'heure, cet Instagram est une merveille pour le business et puis en même temps terrible parce qu'on se compare non-stop. On se dit, elle a fait une photo sublime, jamais j'arriverai à faire un truc aussi beau ou oh là là, qu'est-ce qu'elle travaille celle-là, comment elle fait pour avoir autant de clients. On est sans cesse en train de se douter et surtout quand on est auto-entrepreneur, quand on est à son compte. On a ce syndrome de l'imposteur, alors après plus ou moins exacerbé, mais quand on vient d'un parcours comme le mien, qui est complètement autodidacte en photo, alors moins le stylisme, mais c'est vrai que c'est plus difficile de se dire, totale légitimité, poussez-vous, j'arrive. On doute. Et en même temps, c'est un moteur, ce doute. Parce que si on était complètement imbu de sa personne, à se dire toute la journée, je suis merveilleuse, je fais des photos incroyables, on ne progresserait plus. Donc, il faut juste un savant équilibre de ce doute et de ce syndrome, tu vois. Il ne faut pas être complètement... voilà. Donc, on bosse dessus. Hein, on va chercher plein de trucs à côté pour travailler dessus. Est-ce que tu travailles beaucoup? Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais beaucoup, que c'était intense, que tu n'avais pas le temps que tes journées étaient trop courtes. J'imagine qu'il y a des côtés un peu ingrats, parce que dans tes scénographies, justement, il faut les mettre en place. Et que tu dois passer 2 heures à poser le truc au bon endroit. Et en photographie, il y a quand même une grosse problématique de lumière, surtout si tu es en décor naturel. Alors j'ai l'impression, moi, je ne connais pas bien ton travail, mais en tout cas de ce que j'ai vu sur Insta, tout est plutôt en intérieur. Alors oui, tout dépend des saisons. Moi, je vis au rythme des saisons, donc en hiver, je me réfugie à l'intérieur et j'essaye de sortir surtout quand la nature commence, comme maintenant, à être de plus en plus jolie. Donc, mais tu vois, le temps pour pouvoir aller dehors est quand même assez court, on va dire. Après, j'ai la chance de pouvoir aller à la campagne et trouver des endroits assez bruts. D'accord. Mais c'est un métier très prenant parce qu'il y a tous les à côté. C'est quand on se dit tiens, je veux sortir une table et la mettre dans un champ. Il faut prendre la table, la mettre dans sa voiture avec il faut penser absolument à tout, aller dans le champ, traverser le champ, mettre la table dans le champ. Enfin, c'est un... Non, je trouve que c'est important de le dire parce que je suis là aussi et c'est ce que j'aime aussi, dire que tout n'est pas rose. Il faut un appareil photo, il faut un pied. Il faut des lumières, il y a tout un nombre d'accessoires. L'appareil pèse une tonne en général, il faut tenir bon parce que le soleil va changer de côté, parce que donc il faut tourner peut-être le décor, parce que le vent truc. C'est très, on est un peu soumis aux éléments et en même temps, il n'y a rien qui vaut la satisfaction du cliché que tu réussis à faire après tous ces efforts-là. C'est un truc quand tu as capturé. L'essence de ce que tu voulais faire et cette émotion, c'est une satisfaction de dingue. Après, tu remets tout dans la bagnole n'importe comment et tu repars et tu ranges. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je rangerai plus tard. La semaine prochaine. Voilà, mais ça a vraiment un moment très, très agréable de réussir à faire ce que tu fais. Est-ce que c'est pas ça, en fait, d'être à sa place, c'est que se dire, malgré toutes les difficultés, la pénibilité de la tâche, qui est quand même présente, en fait, tu la sens pas parce que tu aimes ça, en fait. Tu aimes le résultat. Et puis les retours des autres, quand tu travailles avec des clients et que les clients sont contents, reviennent à toi ou te remercient, tu te dis, j'ai saisi ça et c'est pas forcément qu'on te jette des fleurs, tu sens que tu as fait du bon boulot, quoi. Voilà. Ouais.
Est-ce qu'il y a un côté bricolage aussi? J'imagine que pour faire tenir les Grave. fleurs, le vase, Grave. il y a du vent, la feuille de truc. Vas-y, j'ai collé le truc avec mon chewing-gum. C'est ça, il y a C'était un le, peu il y a le MacGyver. scotch de peintre, Ouais. non, c'est les bouts de carton, les machins. Tout le monde a ses petits trucs. Bon, moi, je mets pas de lac et pas de peinture sur ma bouffe. Il y en a Alors, qui... justement, alors vas-y, c'est quoi les trucs et astuces pour faire une jolie photo de food porn? Voilà. J'ai jamais essayé, je sais pas mon truc du tout. Mais voilà, comment on fait? Je suis au resto, c'est super joli. Je me dis, je vais Instagrammer ma photo, Bon, tu mon bouffes pas déjeuner. déjà. Tu bouffes pas ton assiette. Ça va être... en fait, la lumière va ricocher sur tout ce qui brille. Donc, d'abord une assiette plutôt mate pour éviter que justement l'assiette brille trop. D'accord. Parce que voilà, ça on n'aime pas. Ensuite, ça va être d'avoir un peu d'huile qui va te permettre de faire briller une viande, par exemple. Donc, tu peux la brosser avec un petit peu d'huile, comme ça, elle va être luisante et du coup, la lumière va rebondir dessus. Ça peut être les herbes fraîches, d'avoir un petit peu de, tu sais, les pchites pour laver les vitres. Bah, tu as un pchit avec de l'eau et le simple fait de projeter des petites gouttelettes d'eau va faire que tout de suite la tomate va avoir l'air plus fraîche que si tu la poses. Bien sûr. Voilà, il y a plein de petites choses, mais naturelles pour que ton food porn soit réussi. Tu travailles toute seule tout le temps ou tu as des assistants parfois, justement, pour porter tes valises de... Non, toute seule. J'essaye d'esclavagiser un peu les enfants autour de moi, mais Très bien. Ça marche pas bien. Quand l'adolescent se rebelle, c'est compliqué. Mais non, je travaille toute seule. Ouais, j'ai pas d'assistante encore. Et un jour, j'aurai le bureau rempli d'assistantes pour m'aider, mais pas encore. C'est ton projet? Qu'est-ce que tu te vois où dans 2, 3, 5 ans? Justement, avec un endroit dédié. Aujourd'hui, j'ai un endroit un petit peu dédié. Mais je fais beaucoup d'allers-retours pour Donc à la campagne, voilà, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Je fais beaucoup d'allers-retours avec avec une petite voiture, donc c'est un peu complexe. J'aimerais avoir un endroit où tout est centralisé, où je peux me dire je shoote là et je peux sortir faire des shootings, mais si tu veux, tout est au même endroit. Et c'est un endroit où je bosse et j'ai pas un coin de bureau ou un coin de salon, c'est mon endroit. Un atelier. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On lance un appel? Alors, je qui cherche a un atelier? Alors, 200 mètres carrés, avec des rangements. Avec pas trop de lumière, mais un peu. Voilà. En région parisienne, plutôt à l'ouest. Oui. Voilà. Okay. Très bien. Ok. Bon, bah, avant le comptable. Nous entend. Avant le comptable, c'est plus important. De toutes les personnes que j'ai interrogées depuis le début de The Good Place, je me rends compte que chacune d'entre elles pratique son métier à sa manière, sans suivre un protocole rigide ou enseigné. Il y a beaucoup d'instinct dans leur évolution. Ils font ce qu'ils ressentent. Est-ce que tu penses que c'est également ce que tu fais? Est-ce que tu penses que c'est l'instinct qui fait la différence? L'instinct, oui et non. C'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui sont organisées en amont. Dans ce travail, en tout cas pour moi. Quand je te disais tout à l'heure, je travaille en amont avec les marques pour être sûre de bien comprendre ce qu'elles veulent. Il y a un temps de préparation qui est indispensable. Une fois que cette préparation est faite, ensuite l'instinct vient jouer tout son rôle. Mais ça peut être de l'instinct aussi sur je ne vais pas travailler pour telle ou telle marque, aussi séduisante soit la proposition. Mais l'instinct reste un élément de décision, soit dans l'envoi ou le stylisme d'une photo, mais aussi au tout départ. Donc, une réponse de Normand, les deux, ma bonne dame. Merci beaucoup, Élise. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça tombe bien parce que... aidera. Voilà, c'est ça. Alors, ça tombe bien parce que c'est la fin, parce que donc je vois qu'on s'est tout dit. Alors, je commence par la question de Joséphine. Joséphine, c'est ma fille qui a 9 ans et qui me demande si, à la fin, tu manges les aliments que tu as pris en photo. Alors, j'ai la chance de photographier des gâteaux magnifiques que je ne peux pas manger puisqu'ils sont pleins de blé et de blanc d'œuf. Donc, je nourris mon entourage. Oui. Et pour tout ce qui n'a pas les ingrédients maudits, je partage ou je goûte avec joie, mais je ne peux pas tout manger, malheureusement. Alors, chocolat ou quinoa? Chocolat. Bon, quand même. Pivoine ou avoine? Pivoine. Glace ou ananas? Ananas. Argentique ou numérique? Les deux. Ah non, il faut choisir. Un crotte. Numérique, puisque c'est aujourd'hui avec quoi je bosse. Ouais. Tu travailles qu'en numérique? Ouais, l'argentique, c'est une vraie... J'ai gardé mon premier appareil argentique. D'accord. C'est très compliqué de développer son argentique. C'est beaucoup de temps. Mais voilà,
c'est un amour inconditionnel pour ce travail-là. Le numérique, c'est le boulot, c'est la rapidité, c'est l'immédiat, c'est la facilité. Donc, Tu fais beaucoup de modifications sur tes photos, de retouches? alors non, je suis une chèvre en Photoshop, donc Ouais. c'est du Lightroom pour juste sublimer le cliché. C'est-à-dire que si le cliché est moche, il restera moche. C'est vraiment, tu vois, jouer sur les contrastes, les lumières, les couleurs. Mais la photo doit être bien au départ. Je ne sais pas retirer un bras ou une jambe à un protagoniste dans une photo. Je ne D'accord. sais pas faire. Ok. Magazine ou vitrine? Écoute, vitrine pour mon ancien métier. Ouais. Je ne lis plus trop de magazines. Je n'achète plus trop de fast fashion. J'ai beaucoup réduit cette consommation-là aussi. Mais je dirais vitrine pour le métier que j'ai fait pendant si longtemps et pour lequel j'ai une grande tendresse, quoi. Est-ce qu'il y a un support sur lequel tu rêverais de pouvoir poser une de tes photos, une de tes images? Alors, j'ai un rêve de petite fille qui était de dormir dans les grands magasins une fois la fermeture des grands magasins. Et avec ce rêve va la parution de mes photos dans un catalogue de grands magasins. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fasciné, ces catalogues de Noël ou ces catalogues... voilà, et j'adorerais bosser pour ça parce que c'est, je sais pas, c'est un rêve de figurer dans ces catalogues. Ouais. Super. Écoute, pour le coup, ça me choquerait pas. Ça fait complètement. Écoute, ça il paraît qu'il faut demander à l'univers. Alors, on va demander à l'univers. Enfin, toi surtout. Alors, la dernière question, c'est fini, on va se quitter. Mais avant, il faudrait que tu me dises si dans ton entourage, tu as une personne au moins aussi habitée que toi par son métier et que je pourrais inviter pour un prochain épisode. Je t'ai parlé donc de ma sœur qui est qui a eu une transformation professionnelle assez incroyable, qui aujourd'hui travaille les mudras, donc ces gestes millénaires avec les mains et les doigts pour faire circuler les énergies. Donc, j'aimerais vraiment que tu la rencontres et que tu l'interviewes parce que c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Ah bah ok, écoute, je vais la contacter très vite, tu vas me donner ses coordonnées. Élise, merci 1000 fois. Merci à toi. Pour le thé, pour les mots, on sait toujours pas ton âge, mais c'est pas grave. Merci, c'était très intéressant, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. Et puis, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup Agnès. Au revoir. À bientôt. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Pas de tiret, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye!